Il est 11 heures, je propose de parler 2-3 minutes avant de passer la main à Jean-Christophe, ce qui permettra au dernier d'arriver. Donc moi, je suis Thierry Gautreau du CETIM et je suis l'organisateur avec Geneviève de ces ateliers Dedicated. Après 2-3 minutes, le temps que les derniers arrivent et mon premier discours, vous aurez une présentation de Jean-Christophe Marpeau qui est avec nous, de Captronic, qui est aussi un membre de Dedicated, sur le sujet que l'on a appelé mythes et légendes autour de la cyberprotection de mon outil de production. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il va le faire. C'est prévu au maximum sur 1 heure, donc on a prévu le temps de questions-réponses dans cette heure-là, il n'y a pas de problème. Un petit retour sur ce programme Dedicated. En région Bourgogne-Franche-Comté, c'est un programme cofinancé par l'Europe qui permet aux entreprises de la région, PME et petites ETI, d'être accompagnées à l'intégration des meilleures solutions numériques avec les grands acteurs de la région sur le domaine. Vous voyez ici tous les logos. On parle de Numérica, on parle de FCNU, on parle du CETIM, de Captronic, de Vitagora, d'AM Valor, bien entendu, des universités de Bourgogne-Franche-Comté, de l'UTMB. Et j'en ai oublié, mais nous nous sommes organisés pour vous accompagner. Alors, il y a un petit schéma qui va aller vite. Je suis une PME, PMI, je m'intéresse à la digitalisation. Un des partenaires vient dans votre entreprise avec déjà une première étape qui est un modèle d'accompagnement, de diagnostic. Et suite à cette première étape, eh bien, vous pouvez avoir un parcours. Alors, les premières étapes sont complètement gratuites pour les entreprises et ensuite les étapes suivantes sont subventionnées de 50 à 70%, avec un parcours qui permet, quand vous avez des données, d'expérimenter des premières solutions d'intelligence artificielle, par exemple. Un autre parcours qui est un peu plus large, qui part là de la captation de données en production, par exemple, remonter des données et puis en faire d'usage, que ce soit des données de mesure, des données de production, des données de produits et autres. Et puis le programme, afin de permettre aux entreprises d'aboutir à leurs projets, il y a aussi une cellule qui s'occupe de vous faire bénéficier des meilleurs financements régionaux et autres. Et en parallèle de tout ça, il y a aussi des services, on va en parler particulièrement aujourd'hui, autour de la cybersécurité qui sont encore mieux subventionnés parce que c'est une problématique importante aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est le programme. N'hésitez pas à contacter un des partenaires pour nous rejoindre ou directement moi ou Jean-Christophe. Et puis, nous embarquerons dans le processus. En parallèle de ce programme, nous animons un certain nombre d'ateliers. Là, vous avez rejoint celui du 17 mai sur la cyberprotection. Mais sachez que, par exemple, le prochain, le 31 mai, est sur la partie connexion des outils de mesure pour se passer un petit peu du papier en production. Le 7 juin, on en a un qui est sur l'intégration de contrôle automatique. Là, on a une petite séquence sur le contrôle dans les prochaines semaines. Mais tout ce programme est aussi dit, enfin, ces invitations sont diffusées par les mêmes canaux avec lesquels vous vous êtes inscrit. Moi, je vais en rester là. Vous pouvez poser des questions dans le chat, comme ça se fait habituellement. Vos micros sont coupés, mais on pourra les réactiver à l'issue et on prendra le temps de répondre aux questions. Je pense que Jean-Christophe va parler entre une demi-heure et 3/4 d'heure et puis il répondra aux questions ensuite. Voilà. Donc, je passe la main à Jean-Christophe. Je ne fasse pas de mauvaise manipulation. Jean-Christophe, tu dois avoir désigné Jean-Christophe. Voilà. Ok. Tu dois avoir la main maintenant. C'est ça. On voit On me bien voit. ton écran. Oui, à toi. Et je vais passer sur. Alors, hop, on va changer l'écran. Hop là, et on va passer sur. Voilà. Donc vous voyez, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va attaquer. Alors vous voyez bien l'écran, la présentation, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Super. Et vous m'entendez bien?
C'est bon Voilà. aussi. Ok, donc sujet du jour, d'actualité, mythes et légendes pour assurer la cyberprotection de mon outil de production. En grosso modo, c'est comment, si je résume bien, c'est comment, au même titre que je dois assurer la cybersécurité de mon infrastructure IT et des données de l'entreprise, il est de plus en plus nécessaire d'assurer la cyberprotection de l'outil de production. En clair, comment éviter des pertes de production et des arrêts de production lorsque je suis attaqué, aussi bien à travers l'infrastructure IT que directement sur les équipements que compose ma ligne de production. Euh, Pourquoi cette thématique-là? Parce que je vais en parler tout de suite. La réglementation est en train de changer. Hein, je ne sais pas si vous le savez. Bien sûr, on parle beaucoup de la directive Nice qui va être mise en application à partir du 18 octobre 2004, bientôt, qui impose effectivement à un certain nombre d'entreprises d'intégrer le risque cyber dans l'ensemble de leurs procédures de fonctionnement. Ça, c'est le premier effet. Sinon, si c'est pas fait, effectivement, il y a des pénalités et autres, il y a des sanctions. Bon, des sanctions, non, mais en tout cas, il y a des risques. Le deuxième élément réglementaire concerne principalement tout ce qui est objet connecté. La directive READ, qui est associée au marquage CE, va d'ici quelques années, je pense à partir du 1er août 2025, imposer à tous les fabricants d'équipements industriels, d'équipements électroniques, en tout cas d'IoT, d'intégrer un certain nombre d'exigences de cybersécurité dans la conception dans leurs produits. Grosso modo, à partir de ces dates-là, on ne devrait plus trouver sur le marché des produits communicants qui présentent des vulnérabilités en matière de cybersécurité. Et ensuite, le troisième effet, le Cyber Resilient Act européen, qui va étendre en fin de compte à l'ensemble des équipements industriels, comprenant de l'électronique et du logiciel, qui va étendre en fin de compte des règles de cybersécurité, ou en tout cas la prise en compte d'un certain nombre d'exigences en matière de cybersécurité, sans quoi, si l'entreprise ne le fait pas, elle ne pourra pas intégrer le marquage CE sur ses produits. Alors, ça concerne effectivement les produits en tant que tels, mais ça concerne aussi les machines spéciales. C'est-à-dire que le Cyber Resilient Act va au-delà du simple produit capteur automate, euh, système d'acquisition de données ou variateur de vitesse, mais va englober aussi la machine qui intègre tous ces éléments-là. Donc là, c'est quand même un gros changement. Cette grosse directive européenne est prévue pour 2027, voire 2028, donc autant dire demain. Donc c'est vrai que la cybersécurité, on parle beaucoup de cybersécurité autour de tout ce qui est informatique, IT, donc, mais on parle un peu moins malheureusement de la cybersécurité autour de l'outil de production et pourtant ça va devenir dans les années à venir quand même une forte préoccupation. Donc, l'idée de ça, c'est de partir sur le principe des mythes et légendes, c'est-à-dire que nous, on réalise pas mal d'accompagnement, d'audit et d'évaluation, et j'ai fait un petit peu un condensé des questions ou des remarques que me font les industriels lorsqu'on échange autour de la cybersécurité. Alors, première question qu'on me dit, je l'ai encore entendu ce matin, puisque avant de venir là, j'étais en discussion avec un industriel, qui me dit, mais de toute façon, pourquoi je serais la cible d'une attaque informatique? Enfin, quel est l'intérêt? Je suis petit, j'ai mon activité, je suis dans mon coin, j'embête personne, je fais de mal à personne, qui viendrait m'embêter? Tout simplement parce que voilà, l'usine 4.0, c'est le cas de Dedicated, mais de plein d'autres programmes. Effectivement, toutes les entreprises sont en train de se digitaliser et les frontières physiques s'effacent de plus en plus. On est quand même assez fervent de tout ce qui est remontée de données, de pouvoir effectivement piloter nos équipements, d'intégrer l'axe de la télémaintenance, des accès à distance, d'avoir effectivement une forte connectivité et puis surtout de mettre la maintenance préventive et puis surtout de plus en plus de recours à l'externalisation. Hein, il faut savoir que le risque cyber, c'est pas que l'attaque informatique, c'est pas que le virus qui va être mis dans un système, le mail qui va déclencher
le chiffrement des données et d'autres. Quand on parle de cybersécurité, ça concerne aussi le vol d'informations. Ça concerne aussi de l'espionnage industriel. Ça concerne aussi la déstabilisation à travers des moyens informatiques et autres. Donc voilà, c'est beaucoup plus large que la simple attaque telle qu'on la connaît. Et donc, quelque part, le passage à l'industrie 4.0 fait que l'entreprise va avoir recours à des prestataires informatiques, des prestataires, des consultants, des prestataires techniques et autres. Et ben, toute cette externalisation peut représenter une vulnérabilité. Et il faut être capable de les identifier et d'avoir un regard quand même assez précis là-dessus. Bien sûr, on parle de remontée de données, de remontée d'informations, de pilotage à distance. Bien sûr, bah, tout ça, ça nous amène effectivement au déploiement de RP, de MES, d'applications SCADA pour faire du pilotage et du contrôle à distance. Et tout ça dans un environnement effectivement cloud, serveur, que l'on ne maîtrise pas forcément, hein. Vous n'avez pas tous des serveurs chez vous, vous allez faire appel à des prestataires qui vont faire cet hébergement de données. Et bien, à un moment donné, c'est pas parce que, alors ça, je l'ai encore entendu hier, c'est pas parce que vous confiez effectivement toute votre infrastructure, toutes vos données à un prestataire, vous dites, OK, c'est son problème, c'est pas le mien, que vous êtes protégé et que quelque part, la responsabilité va vers le prestataire. C'est faux. La directive Nice, effectivement, prévoit ça en disant que c'est pas parce qu'on confie ces données à un tiers qu'il est le seul responsable. Vous, en tant qu'industriel, vous êtes aussi responsable des données que vous allez confier et de cette infrastructure que vous allez confier à un prestataire. Donc, c'est quand même un point important. Euh, Autre question que j'entends souvent, on me dit, ouais, mais mes systèmes sont isolés. C'est-à-dire, grosso modo, moi, j'ai rien qui est connecté à Internet ou tellement peu que il n'y a pas de risque. Bah pareil, c'est un mythe. Ça peut être un mythe, hein. Il faut savoir quand même que pour ceux qui connaissent pas, Stuxnet, qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, hein, c'est lors des attaques des centrifugeuses iraniennes pendant euh, dans le cadre effectivement des proliférations des armes nucléaires, c'est fait à travers une clé USB, tout simplement. Ça veut dire que une attaque informatique ou un risque informatique, ce n'est pas que à travers le Wi-Fi, les réseaux Internet. Le risque va venir aussi d'une clé USB, va venir d'un problème, d'un accès non autorisé physique, hein, je dis bien physique, c'est-à-dire une personne qui peut accéder aussi à un automate de sécurité, à des éléments sensibles dans l'entreprise ou sur la ligne de production. C'est une cybermenace puisqu'il va passer à travers un organe technique pour effectivement déstabiliser une ligne de production ou organiser une attaque. Ça peut être aussi des interférences électromagnétiques. Ça se fait beaucoup, notamment sur des lignes électriques, c'est-à-dire que si on ne peut pas accéder physiquement à l'équipement, une des attaques qui commence à arriver de plus en plus, c'est qu'on va perturber en fin de compte l'alimentation électrique euh, de l'équipement, on va générer des surtensions, ce qui fait que la ligne va se mettre va s'arrêter. Ça fait partie des schémas d'attaque connus en matière de cybersécurité. Donc voilà, c'est pas parce que votre équipement est complètement isolé. D'abord, est-ce qu'il existe un équipement isolé? Il y en a de moins en moins. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas connecté à Internet qu'il n'y a aucun risque. Le classique, là, le port USB, là, on parle du JTAG. Pour les spécialistes, effectivement, c'est un autre type d'accès sur les cartes électroniques. Donc voilà, c'est pas non plus une raison, pas parce qu'on n'est pas connecté qu'on n'a pas de risque. J'entends souvent aussi des gens qui me disent, moi, de toute façon, j'ai mis un antivirus. J'utilise des firewalls, j'ai mis un antivirus donc sur mon infrastructure, hein, sur mes PC de bureau et tout. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis protégé. Alors, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. On parle souvent des vecteurs d'attaque. Alors bien sûr, les vecteurs d'attaque, c'est principalement à travers Internet, mais l'autre vecteur d'attaque, c'est aussi les réseaux 4G, les réseaux 5G.
Les réseaux bas débit peuvent être aussi la source de vecteurs d'attaque. Quand on parle de LoRa et autres, quand on fait de la remontée de données bas débit, c'est aussi des vecteurs d'attaque. On en a parlé des accès physiques, ça fait partie des vecteurs d'attaque. Bien sûr, tous les réseaux industriels, les Modbus, les Profilbus, les Buscan sont aussi des sources d'attaque. On les liste un petit peu. Les personnes, alors on en parle très peu, mais l'ingénierie sociale fait partie aussi des vecteurs d'attaque, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait attaquer une entreprise, ou en tout cas faire de la récupération d'informations à travers des anciens salariés, des partenaires ou tout l'écosystème de l'entreprise. Et puis, bien sûr, il y a les fournisseurs, les cadeaux et autres. Donc, si vous voulez, il y a quand même une multitude de moyens de vouloir déstabiliser l'entreprise ou tout simplement, à travers vous, de déstabiliser vos clients. Hein, c'est aussi des points importants. Donc, il faut faire très attention, effectivement, sur toute cette ouverture et toute cette surface d'attaque que l'on ne voit pas forcément ou comme étant quelque chose de évident. Donc la protection logicielle, enfin la protection à travers un antivirus ou une gateway, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a d'autres moyens de rentrer et de venir perturber l'activité de l'entreprise. J'ai un peu parlé de surface d'attaque. Hein. Il faut savoir qu'un attaquant, sa base, ça va être de chercher un lien physique ou logique pour mener à bien son attaque. Donc, voilà, il arrivera à trouver un moyen. C'est comme un peu le cambrioleur qui veut rentrer dans votre maison. À un moment donné, il va repérer une vulnérabilité ou un lieu ou un endroit pour pouvoir accéder parce que on ne peut pas penser à tout. Donc, grosso modo, si on résume un peu ce qu'on peut appeler les surfaces d'attaque, il y a quand même trois axes principaux. Soit on attaque l'appareil, soit on attaque à travers les canaux de communication, donc tout ce qui fait son environnement, où on va effectivement venir attaquer le système à travers les logiciels et ses applications qui sont dedans. Notamment, on va s'appuyer sur des défauts de mise à jour et autres pour mener à bien son attaque. Je vais revenir sur la partie, effectivement, puisqu'on est sur des lignes de production, sur la partie antivirus. Effectivement, c'est bien de protéger son infrastructure, enfin en tout cas de mettre déjà une première couche de protection à travers une gateway et un antivirus ou un pare-feu, mais c'est pas forcément suffisant parce que on sait tous que dans certains cas, il n'est pas possible d'installer un antivirus à jour. Il n'est pas possible aussi de mettre des équipements de surveillance des réseaux parce que ça peut nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, du process, notamment sur des organes de sécurité. Donc, il y a vraiment des vrais problèmes de compatibilité ou d'optimisation. Ça peut aussi jouer sur du temps réel. Donc, voilà, on ne peut pas non plus tout protéger comme on protégerait effectivement un réseau bureautique. Donc, c'est pas toujours évident. Et souvent, ce qui se passe, c'est que penser que parce que la partie Internet, réseau d'entreprise est protégée, la ligne de production, en tout cas l'entreprise en termes d'outil de production est protégée. Et non, parce que, comme je l'expliquais avant, les attaques peuvent venir sur les automates ou sur les IoT et il y a ce qu'on appelle l'effet Titanic, c'est-à-dire que c'est de l'intérieur que vient le problème et à partir de là, on peut complètement faire bloquer une activité en attaquant à travers les machines qui équipent l'outil de production, alors qu'en fin de compte, toute la partie infrastructure est surveillée. Donc c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et puis voilà ce qui peut se passer, un crack boom partout. Hein. On peut faire de la composition à partir du réseau filaire, à partir des emails, à partir des outils de télémaintenance, des modems qui sont prévus, des médias mobiles. Hein. Les gens qui viennent faire de la maintenance sur les sites viennent avec un PC et ainsi de suite. Donc il y a énormément de possibilités de compromission sur un outil de production, alors qu'en fin de compte, la partie en haut, en jaune clair, peut être complètement protégée à travers des antivirus. Autre message ou information qu'on me dit souvent, on me dit voilà, moi j'utilise des vieilles techno et autres, il n'y a pas de risque parce que voilà, on attaque, c'est que des produits techno qui sont attaqués et des vieux PC, des vieilles machines, personne ne va venir les voir, peut-être parce qu'elles ne sont pas connectées à Internet,
et puis parce que ça marche bien. Alors, c'est vrai que ça fait un peu le parallèle avec la sûreté de fonctionnement, j'y reviendrai, hein, parce que ce qui est compliqué, effectivement, sur l'unité de production, c'est qu'on a une machine, on a une ligne qui fonctionne bien, qui est sûre, et effectivement, rajouter une couche de cybersécurité, ça peut provoquer une déstabilisation du bon fonctionnement. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver, mais je reviendrai après. En tout cas, les vieilles technologies, est-ce que je suis protégé? Eh ben, en fin de compte, pas trop, parce que justement, l'utilisation de vieilles technologies implique une mixité des équipements, implique probablement pas de protocole de sécurité, implique des paramétrages et des réglages de sécurité qui sont pas forcément les plus adaptés, implique une obsolescence des équipements. Et quand je parle d'obsolescence, ça veut dire que derrière, les vulnérabilités sont connues. Ça veut dire que plus votre équipement est vieux, moins il est maintenu, plus les vulnérabilités sont connues et plus il sera facile effectivement de l'attaquer. Encore plus si effectivement votre équipement se compose de plusieurs logiciels avec de l'Unix, du Linux, du Windows, de l'Android, des vieilles versions de Windows, avec plein de protocoles de communication, du Modbus, du filaire, du sans fil et ainsi de suite. Ça devient effectivement très compliqué à maintenir, mais ça augmente forcément les surfaces d'attaque. Petit point, des fois c'est assez intéressant de connaître ça. Au-delà de la problématique de la mise à jour, hein, il faut savoir que 1000 lignes de code génèrent en moyenne 0,3 à 0,05 vulnérabilités, soit pour 1 à 5 millions de lignes de code, on est à 30, voire une centaine de vulnérabilités. Hein, donc, plus l'outil logiciel est ancien, plus il va faire apparaître des vulnérabilités. Ça, c'est une certitude. D'autant plus qu'il y a de fortes probabilités qu'il ne soit pas à jour. Donc, forcément, c'est comme si on laissait les portes ouvertes, hein, d'une maison pour faire entrer les gens. Donc, des vieux équipements, c'est pas forcément, d'ailleurs, c'est pas du tout préconisé, et c'est pas un moyen de se protéger, pas du tout. C'est une grosse source de vulnérabilité. Alors, on en a parlé, la sûreté de fonctionnement me protège des attaques cyber. Alors, je dirais que c'est très bien de faire de la sûreté de fonctionnement, c'est une très bonne chose. Mais il y a un point important qu'il faut retenir, c'est que la sûreté de fonctionnement ne tient pas compte de la notion de malveillance. La sûreté de fonctionnement est orientée en termes de défaillance, mais pas en termes de malveillance. Comment on peut définir la notion de malveillance? C'est une intentionnalité. C'est-à-dire que celui qui va vous attaquer, la structure qui va vous attaquer, que ça soit un État, une mafia, ça soit un organisme politique, ça soit un salarié mécontent, un concurrent et autres, il a cette intentionnalité de porter une attaque. Hein. Je l'ai dit avant, souvent, on va installer peut-être 6 mois, 7 mois, 1 an avant des logiciels malveillants, mais ils vont avoir quoi comme fonction? Ils vont tout simplement avoir des fonctions de surveillance. Ils vont regarder, ils vont faire remonter la donnée en disant à l'attaquant, ils vont lui faire remonter suffisamment d'informations pour qu'il puisse comprendre comment le système fonctionne. Et à un moment donné, il va lancer son attaque. Mais ça veut dire que depuis plusieurs mois, vous étiez observé. En tout cas, l'entreprise était observée, le système d'information a été observé, le système de production a été observé, pour tout simplement identifier où sont les défaillances. Donc, il y a quand même ce côté de malveillance qu'on ne peut pas protéger uniquement à travers la sûreté de fonctionnement. Le rôle aussi d'un attaquant, c'est de leurrer, c'est de faire croire que, c'est de se cacher. C'est des choses qui ne sont pas prises en compte dans la sûreté de fonctionnement. Donc, vous voyez que faire de la sûreté de fonctionnement, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce que il y a effectivement cette intentionnalité d'attaquer qui est quand même un facteur non négligeable. Alors, je vais pas, voilà, je sais pas s'il est lisible, un peu. C'est un tableau qui compare en fin de compte les règles de sûreté de fonctionnement et les règles et on va dire les éléments de cybersécurité. D'un côté, le risque, il est accidentel. D'un autre côté, il est délibéré et volontaire. En termes de méthode d'analyse, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, que ça soit de la sûreté de fonctionnement ou de la cybersécurité, on est dans cette notion
de risques, d'événements redoutés. Après, l'interprétation n'est pas la même, les outils sont pas la même, mais on est quand même dans ces démarches d'événements redoutés. Mais d'un côté, l'événement redouté, c'est c'est un défaut, c'est un défaut accidentel, c'est une défaillance. D'un autre côté, c'est une malveillance. Après, voilà, ça change un peu. Bien sûr, il y a des convergences en matière d'outils. On fait de la redondance en sûreté de fonctionnement, on peut faire de la redondance en cybersécurité. On met en place des barrières de sécurité en sûreté de fonctionnement. On va mettre en place des éléments de filtrage ou de contrôle sur la cybersécurité. Donc, il y a quand même certaines similitudes. Par contre, il y a des mesures de divergence. Le chiffrement. Le chiffrement peut poser un problème en matière de sûreté de fonctionnement parce qu'il peut avoir un impact sur des fonctionnalités de temps réel, alors qu'en cyber, il améliore la sécurité. Les mises à jour peuvent être des éléments qui peuvent déstabiliser effectivement les règles de sûreté de fonctionnement. Mise à jour est quand même fortement conseillée pour limiter les vulnérabilités. Donc, ouais, il y a quand même des différences. On parle aussi, c'est vrai que là, on a dit mesure de divergence entre les modes dégradés et au niveau sûreté de fonctionnement et cybersécurité. Il se trouve que dans l'évolution de la dernière réglementation, le fait de mettre un dispositif, notamment industriel, en mode dégradé, peut être une solution pour permettre la continuité de l'activité pendant une attaque. Après, il y a d'autres éléments, mais une des exigences, notamment d'une norme qu'on appelle la 62443, qui est une norme spécifique à la cybersécurité industrielle, préconise effectivement d'avoir des modes dégradés lors d'une attaque cyber, ou en tout cas d'un problème de cybersécurité. Autre point que j'entends souvent, on me dit oui, mais de toute façon, une attaque cyber, c'est avant tout du vol de données, c'est avant tout du chiffrement de ces données. Ça n'a que peu d'impact sur une ligne de production. Ça se discute quand même fortement, puisque si vous n'avez plus accès à votre ERP, aux ordonnancements, aux commandes et ainsi de suite, ça va indirectement impacter l'outil de production. Donc oui, oui et non, non. Je veux dire, voilà, le simple fait de voler des données va forcément impacter la ligne de production, et d'une manière générale va impacter le fonctionnement global de l'entreprise. Donc, quel qu'on regarde, c'est juste un petit peu un tableau qui présente quelques types de cybermenaces. On a effectivement du vol de données pour obtenir des rançons, mais on peut aussi attaquer l'entreprise à travers une action de sabotage industriel. On va rendre des produits non conformes, on va modifier les paramètres des machines à distance, on va modifier les organes de contrôle commande, ce qui fait que ça va jouer sur la conformité des produits. On peut tout à fait mettre hors service les équipements de contrôle commande ou les serveurs qui sont en lien avec les lignes de production. Donc, c'est ce qu'on appelle l'unité de service. On peut effectivement suspendre la production pour demander une rançon. On va bloquer des accès. Et on va aussi, ça c'est un point important, c'est ce qui arrive aussi assez souvent, c'est du vol de données, c'est du vol d'informations, tout simplement pour, quelque part, pour récupérer effectivement de la donnée, notamment sur des entreprises concurrentes et tout. Donc, voilà. C'est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser. Juste un petit commentaire, c'est un retour d'expérience assez rapide sur une attaque qui a eu lieu il y a quelques années dans une usine de Ouest France. Ça se passe souvent la nuit, ça se passe souvent le vendredi, hein, pour laisser le temps aux attaquants le week-end, si les gens sont pas vigilants, de mener à bien leur attaque. Ce que je veux surtout vous montrer à travers ça, c'est ce qui est encadré en bas, et notamment les commentaires des responsables. Et surtout, il y a un mot qui est très très important, c'est comme un état-major de guerre. Il est clair que subir une attaque, que ce soit sur la partie IT ou sur la partie process, vous positionne l'entreprise en situation de guerre. Et il faut réagir comme tel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une entreprise doit être prête à vivre une attaque informatique. On fait des exercices d'incendie.
on fait des exercices de confinement, eh bien maintenant, il va falloir aussi mettre en place dans l'entreprise des exercices pour se préparer aux éventuelles cyberattaques. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. On ne doit plus actuellement, enfin, il n'est pas bon de subir une cyberattaque. Il faut se préparer comme on se prépare à un incendie, à un exercice d'incendie ou de confinement. Il faut que vous soyez prêts à subir. Et là, il y a des règles, il y a des structures qui peuvent vous accompagner, il y a des outils à mettre en place, il y a de l'entraînement à faire. Et ça, c'est un point important. Parce que lorsque ça arrive, c'est assez désastreux. Les impacts, voilà, les impacts, c'est désastreux et souvent, c'est la survie des entreprises, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais de plus en plus, des entreprises n'arrivent pas à se relever, n'arrivent pas à reprendre leur activité suite à une attaque informatique. Dernière en date où j'ai échangé, enfin, c'est pas le dernier, il y en a régulièrement, mais euh, les outils Wolf, maintenant ils l'ont rendu public, hein, ont subi une attaque mois de janvier, je crois, février. Nous sommes au mois de mai et ils commencent tout juste à relancer leur activité. Donc pendant toute cette période, eh ben, il a fallu tout réinstaller. C'est pas évident, donc c'est très compliqué pour les personnels, c'est très compliqué pour les clients, c'est très compliqué pour l'entreprise, c'est compliqué pour tout le monde. Donc il faut effectivement s'y préparer parce qu'il en va de la survie de l'entreprise. Ceci est un schéma assez simpliste de, on va dire, d'une attaque. C'est toujours intéressant de savoir comment ça marche. Il y a forcément une intrusion, tout en haut en rouge, qui est causée par une protection insuffisante ou une négligence de gens. Il ne faut pas l'oublier, hein. Le premier des pare-feux, on le dit souvent, c'est l'humain, hein. Donc, il ne faut pas l'oublier que ça joue. Les intrusions peuvent se faire à travers, c'est tout ce qu'on a vu depuis le début, à travers des clés USB, des PC, des connexions, des emails, sur les réseaux, Wi-Fi, QR code ou tout simplement les prestataires. N'oublions pas que un des accès de plus en plus privilégiés passe par les prestataires. Et donc, cette intrusion va exploiter une faille de sécurité, des problèmes de mise à jour, des problèmes d'obsolescence d'équipement. Donc, toutes les mises à jour qui sont connues ou qui sont répertoriées, l'attaquant va les exploiter. C'est aussi un défaut de sécurité, parce que physiquement, on peut rentrer. C'est un défaut de port USB sur un équipement. Tout est bon, enfin, en tout cas, tout est possible. Et à partir de là, il va effectivement prendre le contrôle euh, des process, des automates, des PC industriels, des variateurs de vitesse, tout ce qu'il sera nécessaire pour mener à bien son enquête, son attaque. Et ensuite, à partir de là, une fois qu'il a pris le contrôle, il va déployer, euh, en fonction de ce qu'il recherche, il va effectivement déployer son attaque pour porter atteinte à l'entreprise. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Donc il est évident que plus tôt on pourra détecter ça, plus tôt vous allez être capable de détecter cette attaque, mieux ça sera. Et puis l'idéal, c'est quand même d'éviter l'intrusion. Et éviter l'intrusion, c'est quoi? C'est protéger en amont l'entreprise et c'est d'éviter effectivement l'existence, en tout cas de se protéger contre les failles de sécurité qui apparaissent au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Certains me disent, ouais, mais tout ça, ça coûte cher. Alors oui, effectivement, ça coûte cher. Euh, quand on part du principe que c'est un risque et que ça concerne les autres et pas moi. Donc, effectivement, on peut dire que ça peut coûter cher. Maintenant, la question, c'est, il faut mettre ça en parallèle avec un arrêt de production. Combien coûte un arrêt de production? Sachant que ce que l'on voit, c'est ce que l'on vient de nous montrer, c'est-à-dire que quand une entreprise est attaquée, il y a des coûts. Il y a la partie émergée, hein, les plus connues, c'est-à-dire il va falloir faire des enquêtes, il va falloir récupérer les données, il va falloir faire appel à des spécialistes et autres, donc ça représente effectivement un coût. Pourquoi pas changer du matériel ou des équipements? Mais il y a tout ce que l'on ne voit pas, c'est la partie immergée. Effectivement, c'est les arrêts d'activité, c'est les pertes d'exploitation, l'érosion du chiffre d'affaires, la perte de la confiance des clients, la perte de contrats. C'est aussi un impact sur la marque, c'est un impact sur les assurances, c'est un impact aussi sur tout ce qui concerne l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Et là, ça peut chiffrer très, 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 très fort à plusieurs centaines de milliers d'euros, hein. Là, c'est clair. Donc, mettez en face le coût
d'une installation sûre, d'un équipement sûr, avec les éléments de sécurité qui vont bien, pourquoi pas avec un accompagnement d'un cabinet spécialiste ou d'un expert qui va être capable de faire le maintien en condition opérationnelle de vos équipements. Je pense que c'est intéressant de se poser et de vraiment de regarder ça de près, quoi. Pour donner une idée, 3 cas très simples. Le dernier, reconstruire le système à zéro, vous avez bien compris, c'est très long, c'est très coûteux. Après, c'est effectivement, c'est comme si on prenait tout le matériel, on le jetait, on rachetait un autre. Alors bien sûr, c'est un moyen pour éradiquer toute menace. Encore faut-il derrière assurer le maintien et les mises à jour des équipements qu'on rachète, mais ça coûte quand même très cher et souvent peu d'entreprises se relaient. Après, l'autre, quand on parle de restauration, c'est à partir d'une sauvegarde. Vous avez bien compris, une sauvegarde, faire des sauvegardes, c'est nécessaire, mais il faut être certain de sa sauvegarde. Tout ça, ça va dépendre des fréquences. C'est évident que si vous faites des sauvegardes tous les 2 mois, vous allez perdre forcément ce qui n'a pas été sauvegardé. C'est un coût qui est maîtrisé dès lors que la sauvegarde est faite correctement, dès lors aussi que une sauvegarde, c'est pas mettre un disque dur et garder le disque dur sur le réseau. Une sauvegarde, c'est prendre des données, les sauvegarder, déconnecter et garder. Et souvent, il faut en faire 1, 2 ou 3 sauvegardes dans 3 supports complètement différents pour s'assurer effectivement de la bonne conservation des données. Et puis aussi s'assurer qu'on soit capable de restaurer les données, parce qu'il ne suffit pas de sauvegarder, il faut aussi à un moment donné régulièrement faire des tests de restauration pour vérifier que ça fonctionne bien. Si la restauration, si vous avez un peu de bol et que très vite vous avez pu vous rendre compte de la menace et elle a pu être stoppée à temps, des fois il suffit juste de nettoyer. Alors c'est le principe de l'antivirus où c'est les fichiers qui ont été abîmés ou les équipements, on les enlève. On a réussi effectivement à bien circoncire, à bien stopper l'attaque à travers la fermeture des ports, des relais ou des réseaux, ce qui fait qu'à partir de là, effectivement, euh, ça coûte moins cher, c'est relativement avantageux, peu de pertes de données, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, elle est relativement structurée avec les firewalls, les antivirus, les sondes, des équipements et le personnel pour donc c'est souvent une entreprise entraînée qui est capable très vite de détecter en fin de compte l'attaque et de la stopper. Et effectivement, cet investissement-là que vous pouvez mettre en place pour prévenir toute cyberattaque, c'est un impact non négligeable le jour où ça arrive parce que la restauration, elle est beaucoup plus courte, elle est beaucoup moins longue et coûte beaucoup moins cher. Alors, voilà, ça c'est les éléments importants. Des choses, alors bien sûr, qu'est-ce qu'on propose à travers le DIH? On propose sur les produits de bénéficier de prix diagnostic. Alors, il y a déjà un prix diagnostic qui se fait avec la CCI qui concerne effectivement la partie IT et informatique du système. Et là, c'est un préalable, il faut absolument le faire. C'est nécessaire et toutes les entreprises devraient se faire auditer, se faire diagnostiquer pour bien comprendre effectivement son niveau de maturité de cyber. Et puis ensuite, on peut descendre d'un niveau un peu plus bas, regarder beaucoup plus les équipements, le matériel, les machines spéciales, les automates et autres, et à partir de là, de regarder soit au niveau de son process, soit au niveau des produits que l'on déploie, effectivement, le niveau de maturité technique de produits et notamment la conformité par rapport aux règles de cybersécurité. Un autre point important, voir avec le CETIM un guide qui est pas mal, qui est sorti. Et là, voir avec effectivement le CETIM où beaucoup d'informations sont présentes pour expliquer un petit peu comment je peux protéger mon outil de production en appliquant la norme IEC 62443, qui n'est pas une norme obligatoire, mais quelque part qui est quand même fortement conseillée à mettre en œuvre pour protéger son infrastructure industrielle. Voilà, j'ai fini. S'il y a des questions, des questions. Alors, comment on fait pour le voir? Pas de Hop.
Il n'y en a pas sur le chat. Après, si vous voulez, vous pouvez lever la main si vous avez une Ouais. question directe. Est-ce que je vois la liste des participants? Oui, tu peux la voir. Je ne vois pas de main levée. Alors, je vais vous montrer quelque chose. On a 5 minutes. Je vais vous montrer rapidement comment je peux, si ça vous intéresse, comment je peux protéger mon outil de production. Donc, je vais juste changer d'écran. Celui-là. Comment ça se passe? Ça peut être intéressant. Ça, vous saurez tout. Une question. Ah, c'était pas dans le. Est-ce que tu m'entends, Jean-Christophe? Oui. Oui, j'entends. Il y a une question. Alors, que pensez-vous des suivis de connexion en fonction des adresses IP? Savoir ce qui se connecte avec qui, quand et à quelle fréquence? Exemple, est-il normal qu'une machine à commande numérique se connecte avec un PC chinois à 5 heures du matin? CF Solutions, Serenicity et son boîtier Detoxio. Voilà. C'est évident que le bon sens voudrait quand même de se demander pourquoi une machine se connecte sur un site chinois à 5 heures du matin. Oui, bien sûr, c'est pas normal. C'est pas Une autre normal. Enfin, question aussi. il y a un problème. Donc non, c'est pas normal. Donc il faut effectivement contrôler. De toute façon, mettre en place une démarche de cybersécurité, c'est un petit peu savoir ce qui se passe. Donc mettre en place un contrôle des flux de données. C'est comme de la télémaintenance. Parce qu'il y a peut-être derrière tout ça une fonction de télémaintenance dont vous n'êtes pas au courant. Une télémaintenance, c'est pas open bar, c'est pas la porte ouverte du garage pour assurer le bon fonctionnement de la maison. Non, quand on fait la télémaintenance, même si c'est nécessaire, on définit avec le prestataire le type de télémaintenance, à quel moment elle doit être faite, sur quel canal elle doit être faite, par qui elle doit être faite. Et ça se fait en concertation avec l'industriel. La télémaintenance, c'est pas open bar. Voilà. Du coup, là, la question qui porte sur ce qu'on pense des suivis de connexion en fonction des adresses IP, il est plutôt Bien sûr, que c'est bien bien de sûr. l'avoir. Ah oui, et puis de savoir ce qui se passe et ce qui transite, hein. Donc oui, bien sûr. Faut aller Dans les deux fouiller. sens, hein, parce que voilà, il faut le faire. Mais le rôle souvent, on est relativement vigilant effectivement sur les infrastructures IT informatiques, puisque les équipements, c'est le principe du log, hein. Souvent, les équipements informatiques, notamment les serveurs, les gateways, sont équipés de ce mécanisme où il va enregistrer à une heure donnée ce qui s'est passé, l'adresse IP et ainsi de suite. Donc, on a cet enregistrement des informations. Et ça, c'est hyper important parce que lorsque vous êtes dans le cas d'une attaque et que vous portez plainte, c'est la première chose qu'on va fournir effectivement aux autorités compétentes et ils vont le demander. Et ben, sur un outil industriel, c'est exactement pareil. N'achetez pas un équipement industriel qui n'est pas capable d'avoir cet historique-là de ces connexions. La norme, de toute façon, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, c'est 2007, 2027 et 2028, le Cyber Resilience Act européen qui va être obligatoire. Hein, il faut savoir qu'une entreprise qui ne rentre pas dans son schéma, qui n'est pas conforme au Cyber Resilience Act européen, ne pourra pas obtenir le marquage CE. Donc, un industriel qui fournit des automates, des régulateurs, des systèmes d'acquisition de données, des PC industriels, tous les équipements pour un process industriel, va devoir mettre en conformité ces équipements et la machine spéciale qui va avec
en matière de cybersécurité à partir de 2027-2028. S'il ne le fait pas, il ne pourra pas avoir le marquage CE. Qui dit pas marquage CE, interdiction de commercialiser. Ça, c'est pour les fournisseurs. De la même manière, l'exploitant, hier, je discutais avec quelqu'un qui faisait des boulons, qui avait des lignes de production. Il me dit, mais moi, je ne suis pas concerné par ça. Je dis, si, vous êtes concerné. La directive Nice, votre client, vous faites des boulons pour l'aéronautique, pour l'aéronaval, pour le spatial, pour l'automobile, tout ça. Ces clients-là, eux, sont contraints par la directive Nice. Donc, en toute logique, ils vont vous faire porter sur vos outils de production les mêmes contraintes que eux, ils ont en matière de cybersécurité. Si eux, on leur demande d'avoir un mode de production sûr, en toute logique, cette sûreté cyber, ils vont la faire porter sur leurs sous-traitants. Donc, c'est une chaîne complète qui va être mise en place en matière de cybersécurité. Donc oui, il va falloir contrôler tout ça. Et, il y a une autre question. Existe-t-il un problème de gouvernance avec des solutions cloud, surtout avec des éditeurs US? Je ne vais pas rentrer dans le débat. Bien sûr, nos amis américains, plus on met de choses dans leur cloud, plus c'est un moyen pour eux d'accéder à des données. C'est clair, hein, ils se sont donné le droit quand même à travers leur propre acte, alors je ne sais plus comment il s'appelle hein, au niveau européen, d'avoir accès à toutes les données, quel que soit l'endroit où sont les serveurs du monde, dès lors que c'est une entreprise américaine. Donc, ils ont accès à tout. Après, ça dépend ce que vous mettez comme données. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est sur le chat, ça? C'est sur la partie question. Alors, elle est où cette partie question? Je la vois pas du tout. Est-ce que c'est bon pour vous la réponse? Est-ce que la réponse est bonne? Oui, c'est bon. Oui, merci. C'est tout bon. Pas d'autres questions. Alors, Il nous reste quelques minutes si tu as 5 oui, minutes pour ouais, j'ai présenter. juste un petit, ouais, je vais juste présenter quelque chose très rapidement. Bonne pratique en matière de cyber. Comment on peut enfin en tout cas, quelles sont les bonnes pratiques en matière de sécurisation de son outil de production? Première chose, si ça veut bien marcher. Première chose, c'est d'avoir conscience que, voilà un exemple d'un outil de production. Alors, c'est d'avoir conscience que tous ces éléments-là sont des sources de risque. Donc, on va appliquer d'abord des bonnes pratiques en matière de gestion informatique. Appliquer les bonnes pratiques, c'est-à-dire ne pas laisser les machines connectées en permanence. Éteindre les machines après son utilisation. Bien sûr, changer les mots de passe. C'est désactiver tout ce qui est service inutile. Mettre en place, vérifier que les outils de diagnostic, de log sont bien actifs. Bien sûr, sur l'aspect radio, Wi-Fi, les accès Wi-Fi en bas, c'est qu'il faut il faut que ça soit chiffré, HTTPS, AES. Donc tout ça, c'est des choses qui existent dans les équipements. Quand on achète, on a accès à ça. Il faut juste les activer. Donc activer pour tout de manière basique les équipements de sécurité qui sont déjà prévus sur pratiquement les PC, les automates, tout ça, ils ont déjà ces équipements de sécurité. Donc il faut les activer. Hein. Alors on parle par exemple de gestion des configurations. Il faut aussi activer ce qu'il est nécessaire en matière de sécurisation. Là, on est sur du basique. Et ensuite, quand j'ai fait ça, je veux sécuriser un peu plus mon outil de production. Donc, je vais faire quoi? Je vais tout simplement m'intéresser aux différents flux. C'est-à-dire, je vais cartographier mes lignes de production en intégrant effectivement, pourquoi pas, là, en haut, là, en jaune clair, la partie IT, en partie qui est en lien avec l'outil de production. Mais je vais essayer de cartographier, de savoir qui est connecté sur mon réseau. Donc, à partir des différents flux ou différents bus, je vais dresser une liste précise de ce qui est connecté ou de ce qui est connectable. Les PC, la télémaintenance, les IoT, les équipements qui sont connectés sur mon bus de terrain, les différentes consoles, stations d'ingénierie, l'IHM, les moteurs, les variateurs de moteurs, les centrales d'acquisition, les serveurs, le SCADA pour la visualisation,
En rouge, vous avez un équipement de sécurité avec ses propres organes de commande et de commande de sécurité. Donc, on va faire ce travail de cartographier. On va dresser une liste de tout ce qui est connecté dans l'entreprise. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire ce qu'on appelle des zones. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui peut être mis ensemble. Donc, par exemple, on va réunir dans un même, alors c'est pas forcément des zones géographiques, hein, c'est ce qu'on appelle une DMZ, une zone, on va dire un environnement de travail dans lequel on va mettre, bah voilà, tout ce qui est IoT avec une connexion sans fil, on va les mettre ensemble. Tout ce qui est IoT ou équipement avec une connexion bus, on va les mettre ensemble. Et donc, je vais zoner, je vais faire des environnements de travail en fonction des usages. J'ai un environnement de travail, par exemple zone 3, un environnement très particulier qui correspond où je vais réunir tous les organes de sécurité. C'est ce qu'on appelle des DMZ. On va faire des zones par rapport effectivement à un autre outil de production. Et chaque zone aura son propre niveau de sécurité qui lui est propre. Ça ne sert à rien d'avoir un très haut niveau de sécurité sur, par exemple, le process, d'être très haut. Il suffit d'avoir des bonnes pratiques et ça suffit. Par contre, évidemment, je vais être beaucoup plus vigilant, je vais beaucoup plus surveiller la zone 3 où là, je vais avoir les organes de sécurité. Donc, en fonction des différentes zones, je vais mettre en œuvre des solutions techniques qui sont adaptées à ces zones-là pour éviter que ça soit trop une usine à gaz, mais pour que ça soit le plus optimisé. Et donc, en chaque zone, vous avez par exemple, entre votre client SCADA qui est en haut et le PLC, eh bien, on va établir ce qu'on appelle des conduits, donc des passages par lesquels les données vont transiter. À travers des bus spécifiques et autres, on va imposer effectivement des lieux de passage. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus facile à surveiller. À partir de là, je vais imposer mes lieux de passage et c'est sur ces conduits-là que je vais installer effectivement des sondes ou des gateways ou des firewalls qui vont me permettre, si c'est nécessaire, de couper, mais avant tout de contrôler en fin de compte les flux des données qui circulent entre les différents réseaux de mon système industriel. Donc c'est comme ça que l'on configure effectivement et l'on cybersécurise un outil de production en faisant ce travail de cartographie, en faisant cette séparation de zones, en définissant des zones. Ça veut dire que dans certains cas, on va être obligé de tirer des câbles aussi peut-être supplémentaires pour pouvoir effectivement réunir, quand on ne peut pas le faire de manière informatique, de réunir effectivement les différents équipements. Et à partir de là, on va mettre en place aux points les plus importants, là, dans les conduits par où vont passer les informations, c'est là où on va mettre en place nos éléments de contrôle qui vont nous permettre de surveiller ce qui se passe. Donc voilà voilà comment on met en place effectivement une architecture cybersécurisée sur un site industriel. Donc là, on est vraiment orienté sur de la machine. Voilà. Ok. J'ai une dernière question. Pour protéger les données stockées sur les serveurs, notamment américains, la meilleure des techniques n'est-elle pas le cryptage de ces dernières? Bien sûr. Oui. Alors, moi, ce que je dis souvent, après, c'est une question de coût. Effectivement, vous mettez ça sur. Évidemment, il faut faire du chiffrement. Mais souvent, n'oubliez pas que si vous faites de la sauvegarde, il faut en avoir au moins 2 ou 3. Et c'est quand même mieux. Mais bien sûr, il faut chiffrer les données. Alors, les Américains, souvent, si ça les intéresse, ils vont vous demander, je crois qu'il y a des clauses, il faudrait que je regarde, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait dans certains cas des clauses où vous êtes obligé de donner les clés de chiffrement. Changer de prestataire dans ce cas-là. Ok. Mais oui, il faut chiffrer les données, ça c'est clair. Merci pour les questions. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Si vous en avez encore une ou deux, n'hésitez pas. Donc, à travers le DIH, vous pouvez être accompagné justement pour faire ce travail un peu de cybersécurisation de votre outil de production. C'est pas à négliger quand même.